Maintenant, je vais passer la parole donc à Nathalie Guivarch, qui est professeure à l'Université de Tours et directrice du département biomolécules et biotechnologie végétale, qui va nous permettre donc de nous parler d'œnologie et d'entomologie au service de nos papilles. Merci Nathalie. Merci David. Avant de vous embêter un petit peu avec mon discours, je voulais juste remercier quand même David et Nathan de m'avoir emmené avec eux dans cette aventure, parce que je trouve la soirée, en tout cas pour ce qu'on en a déjà vécu, est très bien démarrée. J'ai beaucoup apprécié les premiers plats et aussi les premiers vins. Et donc l'idée là qui m'a été demandée, c'était de voir en gros comment finalement, sur quelle base on peut se fixer pour associer au mieux, avec ces plats faits à partir d'insectes, des vins. Donc, œnologie et entomologie au service des papilles. D'abord, 2 petits mots sur ce qu'est l'œnologie. C'est, pour beaucoup, pas du tout inconnu, peut-être moins que l'entomophagie. La science qui a pour objectif d'étudier la connaissance du vin. Le vin, c'est quand même quelque chose qui est très connu et qui est ancré dans notre culture, mais pas que la nôtre, dans la culture au niveau humain, puisque en fait, avant le vin, il y a la vigne. Et la vigne, c'est une plante extrêmement ancienne. Elle est apparue sur la planète pratiquement avant l'homme, enfin bien avant l'homme. Et en fait, très rapidement, l'homme a découvert les vertus des baies. Et donc la consommer, et puis la domestiquer. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, les vignes, elles ont leur origine en Asie mineure, et ensuite elles se sont propagées de par le monde, puisqu'on trouve aujourd'hui des vignes à peu près sur tous les continents. La domestication a été pour beaucoup aussi dans la maîtrise qu'il y a de la culture de la vigne, et ensuite par derrière la vinification qui est la maîtrise pour faire du vin. Alors peut-être que vous ne le savez pas, parce qu'à force de voir ici dans nos paysages des vignes taillées en tout petits pieds, mais à la base la vigne est une liane, et on voit que les premiers peuples qui l'ont, et alors là c'est un parallèle parfait avec ce qu'a tout à l'heure raconté David, les premières grandes civilisations qui ont domestiqué la vigne, ce sont les Égyptiens, vous les voyez ici. Ça ne doit pas être le bon, enfin c'est pas grave. Vous les voyez ici, avec les vignes en arcade, et ils ont, eux, mis les bases de la vinification. On voit tout en dessous, là, une presse à pied, et puis la mise en amphore, pas en bouteille, d'accord, qui était traditionnelle à l'époque. Et puis, les Égyptiens, ils ont su partager, ils ont communiqué toute cette connaissance autour de la vigne, autour de la vinification et la production de vin aux Grecs, et on retrouve là aussi, au niveau de tout un ensemble d'objets, cette culture de la vigne et cette culture du vin dans le monde grec. Et puis ça s'est transmis de la même manière que l'entomophagie. Ça devait être en parallèle. Il n'y a pas beaucoup d'écrits qui mettent les deux en combiné, mais manifestement ça s'est quand même mis ensemble en parallèle. Bien, ça a été transmis aux Gaulois et ensuite aux Romains. Et en fait, si on regarde en France, en Europe, c'est essentiellement au Moyen-Âge que s'est complètement développé tout le vignoble, en tout cas, et sous l'impulsion très forte des moines, notamment 2 ordres monastiques, avec l'abbaye de Cîteaux et l'abbaye de Cluny. Et vous voyez ici sur ces 2 iconographies représentant des cultures un petit peu plus maîtrisées et 2 des moines en train de les mettre en place. Ils ont été pour évidemment les grandes parts de la renommée des vins et de leur importance. Alors, dans le monde de l'œnologie, il y a un autre terme qui est important aussi à connaître, c'est celui de l'empélographie. L'empélographie, c'est l'étude des cépages, c'est-à-dire des variétés de vignes qui sont à l'origine des raisins qui vont vous donner les vins. Là aussi, c'est exactement le même parallèle qu'on vous a dit tout à l'heure pour les insectes. Si on recense au niveau de la planète, il y a plus de 10 000 espèces différentes, de variétés différentes de vignes. Pour autant, il n'y en a que 13 qui sont réellement utilisées pour couvrir au moins un tiers des surfaces viticoles et produire à peu près plus de la moitié des vins qui sont consommés sur la planète. Donc on retrouve, j'ai mis en rouge ceux qui sont utilisés en cuve. Cuve, ça veut dire pour faire des vins, parce que le raisin, vous savez, ça fait aussi de la nourriture, le raisin de table. Mais on retrouve le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Syrah noir, Sauvignon, Pinot noir, qui sont des cépages extrêmement réputés aussi en France, dans différentes régions en France. Alors,
en France, il n'y en a pas 10 000 cépages, il y en a à peu près 200, 220 qui sont autorisés à la culture, ils sont répertoriés dans un catalogue. Les vignerons, vous devez le connaître bien mieux que moi, ça j'en suis certaine. Et en tout cas, ils se répartissent de façon à peu près différente sur le territoire, définissant ainsi différentes grandes régions, d'accord, de viticulture, dont vous reconnaissez la région Val-de-Loire, je vais y revenir, mais après tout ce qui est Bordelais, Languedoc-Roussillon, la Provence, etc. En France, on est quand même assez champion, puisque sur les 110 départements qui constituent donc l'Hexagone, je dirais, il y en a 66 qui produisent du vin, dans lesquels il y a donc des labellisations proprement françaises qu'on appelle les appellations d'origine contrôlée. Il y a plus de 308 appellations d'origine contrôlée qui correspondent à presque la moitié des vins qui sont produits. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les indications géographiques protégées, qui sont aussi un autre label qui permettent justement de protéger un petit peu ces vins. Et vous voyez là c'est pareil, il y en a un nombre assez important. Donc tout ça fait qu'il y a un paysage finalement français assez intéressant en termes de diversité. Et si je regarde au niveau du centre Val-de-Loire, eh bien voilà, vous avez ici cette très jolie carte qui est accessible sur le site de la région, où on voit dans toute la vallée de la Loire les 4 grandes régions productrices de vin que sont le Pays nantais, l'Anjou, Saumur. On va le voir ici, toute la partie Touraine, et puis plus loin vous avez toute la région de Sancerre. Si on fait un focus sur celle qui nous intéresse, puisque les vins que vous dégustez ce soir sont produits en tout cas dans cette région, eh bien on voit qu'il y a les 5 cépages les plus utilisés qui sont à la base de ces vins, c'est le Chenin, le Sauvignon, le Caux, le Gamay, le Cabernet Franc. Vous avez entendu tout à l'heure la description des Vouvray qui vous ont été servis, ou des Cheverny. Vous avez le cours Cheverny c'est en haut là. La partie Touraine du domaine de Sauvette est un petit peu plus dans le sud. Voilà. Et puis Vouvray, c'est juste au-dessus de Tours. La question est donc, si on se met à manger des insectes, j'ai repris le chiffre exact de David, 2111 insectes possibles, quitte à se nourrir de ces joyeuses bêtes, autant finalement les associer avec des vins et puis des bons. Parce qu'il faut toujours garder du plaisir, d'accord, à associer les choses. Et donc là, comment on fait pour faire ce type-là d'association? Alors, je ne suis pas œnologue, je le dis tout de suite, donc excusez-moi si je n'ai pas le vocabulaire qui va avec, mais en gros, il y a quand même quelques bases, d'accord, entre justement tout ce qui est mets et ce qui est vin. Et pour faire simple, j'ai trouvé ce tableau que je trouve finalement assez intéressant, puisque vous voyez, alors c'est écrit peut-être en tout petit, mais en gros, en fonction des catégories d'aliments, en gros, vous avez les viandes, ensuite, même moi, j'y vois plus, pardon, je suis désolée, je m'avance. Peu importe. On voit qu'en fonction, en fait, il y a une règle de base qui est si le mets a une certaine puissance, il faut que le vin en ait autant. En gros, il ne faut pas qu'il y ait une dominance qui se fasse entre la partie alimentaire et la partie du vin. Donc, avec ce type-là de grille, les scientifiques aiment bien les grilles, ils aiment bien se rapporter à des références, et bien là, finalement, quand on lit tout ce qu'il y a, il n'y a pas les insectes. Il n'y a pas les insectes, donc finalement le jeu pourrait être qu'à la fin de vos dégustations, on puisse voir en fonction des insectes que l'on a consommés, où on les mettrait dans un tel tableau pour savoir quels seraient les accords les plus intéressants. Toujours est-il que les puissances de vin sont aussi caractérisées par rapport à leur teneur en différents molécules, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui vont leur donner toute cette puissance, et donc on peut différencier ce qu'on appelle les rouges puissants, les rouges relativement forts, et puis les rouges légers. De la même manière, il y a les rosés, et dans les blancs, il y a toute une gamme. Donc vous voyez qu'il y a quand même une très grande palette, peut-être aussi grande qu'il pourrait y avoir de palettes de goût avec les différents insectes. Donc il y a de quoi faire pour faire les associations dans le futur. Alors, à la question « que boire avec des insectes ?» on fait des tentatives ce soir. On pourra être critique à la fin de la soirée et voir quelles sont les associations que vous avez préférées. J'ai déjà entendu dans l'assemblée certaines personnes dire « Oh là, c'était trop épicé, ça a été masqué par le vin » ou inversement. Mais le dernier plat et le dernier vin blanc étaient en accord assez intéressants. Mais en gros, il y a quand même pas mal de gens qui se sont penchés sur la question.
Et il y a quelques guides qui commencent à être écrits. Notamment, il y a un marchand de vin anglais, Laithwaite, qui a comme ça fait plusieurs associations avec des cépages différents, notamment par exemple le Scorpion, qui apparemment a une saveur amère. Eh bien, associé au pinot noir, ça reste quelque chose qui apparemment est suffisamment tranché pour pouvoir être apprécié. Les verres de farine, on en a ce soir sous forme de farine. Bon, apparemment, avec le Viognier, vous connaissez peut-être ce cépage, il est pas mal réputé aussi. Pardon ? Côte-du-Rhône, voilà. Les tarentules, des grosses araignées avec des chardonnays, pourquoi pas, à voir, puisque ça correspond, ça a un peu apparemment un goût de poisson blanc. Donc le chardonnay, effectivement, il est plutôt associé au poisson, attesté dans une autre édition de l'événement. Et puis les verres de Sagoutier avec du Syrah. Le Syrah, c'est un cépage qu'on va trouver plutôt dans le sud de la France. De la même manière, je vais parler plus vite, les criquets, alors au barbecue parce qu'ils cuisinent aussi, avec des vins effervescents et donc plutôt des méthodes traditionnelles, ancestrales, peut-être les Vouvray ou les créments qu'on a goûté tout à l'heure pourraient tout à fait s'y accorder. Des plats plus élaborés, notamment avec des douceurs, au chocolat, on aura ça en dessert tout à l'heure, avec des vins doux naturels. Là, il y a tout à tester. Et puis punaises de géantes qui sont des gros insectes. Là, je pense qu'on n'est plus dans le miniature, d'accord. Je ne suis pas sûre que je le mangerai d'emblée comme ça, hein, tout à fait. A priori, ça a un goût de coquille Saint-Jacques et puis ça a une carapace qui a un goût d'anis. La prochaine fois, on essaiera ça, d'accord. Eh bien, ça s'associerait très bien avec certains vins de Provence qui sont aussi, quelque part, un petit peu anisés. Je n'ai pas dit du pastis, hein. Bon, voilà. Mais pourquoi pas, après tout. Et puis, pour terminer, là, encore quelques exemples qui sont assez amusants. Les fourmis. Dans beaucoup de pays, ils consomment des fourmis qu'ils associent ici avec des crus plutôt alsaciens, là, le Gewürztraminer, ou les grillons avec certains blancs secs qui pourraient tout à fait être des blancs secs de la région. Dans la partie ici, là, ou un peu dans le Sancerrois, il y en a quelques-uns qui pourraient tout à fait aller. Et puis, ça, c'est plus surprenant, les chapulines, là, qui sont des espèces de... C'est quoi, des criquets ? Je ne me trompe pas, hein. Je m'excuse, je ne suis pas non plus entomologiste. Eh bien, en fait, ils sont consommés depuis très longtemps dans tous les pays, Amérique du Sud, etc., mais souvent peu associés au vin, mais associés à des alcools différents. La tequila ou souvent les bières. Eh bien, pourquoi pas l'associer au champagne ? C'est des propositions, en tout cas, qui sont faites et qui sont à tester. Juste pour dire, parce que c'est quelque chose que vous allez avoir l'occasion de goûter tout à l'heure, on peut aussi, si on revient un petit peu dans la région centre, puisque l'idée c'est de pouvoir aussi valoriser un petit peu l'héritage que l'on a du vignoble en région centre, on a la possibilité d'avoir accès à des cépages dits rares ou des cépages modestes, c'est-à-dire où les surfaces de culture sont relativement faibles. Ici, ils ont été répertoriés et commencent à être bien décrits, notamment par deux instances qui sont autour de cette question, qui sont le Vinopole, qui est un cluster régional qui rassemble une grande partie des vignerons, et l'URGC, qui est le centre de conservation des ressources génétiques du centre, qui est ici, voilà, qui se sont attachés à commencer à faire des fiches pour pouvoir un petit peu remettre au goût tous ces cépages rares. Et celui que vous aurez l'occasion, si je me trompe, de déguster ce soir, c'est le Romorantin, qui est en fait un des cépages du Courcheverny. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant, si on devait dans l'avenir développer des choses, d'associer avec des cépages vraiment proprement de la région. Donc moi aussi, je vais vous souhaiter une bonne dégustation et puis finir la soirée avec les plats qui suivent, que je vais te laisser le présenter, David. Merci de votre attention.